Moviegoer, l'émission 100% cinéphilie sur Radio Campus Paris. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Moviegoer, l'émission 100% cinéphilie, votre mensuel d'actualité cinéma. Avec toute une fine équipe de chroniqueurs, on vous propose de décortiquer le cinéma et plus encore en le connectant avec les autres arts. Quelques recommandations pour votre agenda culturel et surtout une bonne dose de savoir pour cette deuxième émission, cette vraie deuxième émission qui amorce bien cet automne et en direct. Au programme ce soir, on espère que Paul tiendra le rythme effréné de son 3-2-1 actu. La nouvelle séquence de Lisa Contre-champ qui évoquera aujourd'hui la question des films coloniaux et les codes que ces films déployaient pour mieux opprimer des populations. Il sera ensuite venu le temps de l'entretien du mois avec Manuel Attali, producteur et distributeur chez ED Distribution de Duel à Monte Carlo del Norte, nouveau film de Bill Clinton, fantastique réalisateur d'animation. Plongée totale dans le gore autour du Blob, projeté hier soir pour notre deuxième séance toujours plus gore au Luminor, avant d'évoquer avec vous Le démon dans l'île avec Annie Dupéret, projeté le 2 décembre, un film très rare aux multiples anecdotes. François, ce mois-ci, reviendra sur Arco, premier long métrage d'Hugo Bienvenu présenté au festival d'Annecy et Cannes qui convoque la science-fiction et un mystérieux arc-en-ciel. Avant de suivre Victor Lepessant, rédacteur chez Super Seven, autour de Queer Panorama, un film que l'on vous recommande vivement, autour d'un jeune homme enchaînant les rencontres homosexuelles avec son lot de solitude. Le film du mois, avec Paul, L'Arbre de la Connaissance, réalisé par Eugène Green, entre ogre, diable et âne, une fable qui fait du bien et que Paul va vous décortiquer avant sa sortie en salle, notamment au Reflet Médicis. Sachez qu'à la fin, vous saurez tout sur le ciné, mais d'abord, Paul, aujourd'hui, c'est le moment des actus ciné. It's Channel 4 News at 6 o'clock. Prêt, Paul ? Évidemment, Dorian. 3, 2, 1 et coup de projecteur. Selon Deadline, Denis Villeneuve lancera la recherche du prochain James Bond en 2026 après Dune 3. Le réalisateur cherche un acteur britannique jeune et peu connu incarnant un Bond brut fidèle à Fleming. Des infos importantes pour tous les fans de Denis Villeneuve qui ont hâte de le mettre dans leur top 4 Letterboxd aux côtés de Fight Club, Le Triomphe de la Volonté ou encore Naissance d'une Nation. Fraîchement auréolé du Lion d'Or à Venise pour Father, Mother, Sister, Brother, Jim Jarmusch prépare déjà un road movie entièrement tourné en France, traversant 4 villes. Le cinéaste privilégie désormais le pays du fromage pour tous ses financements et son cadre moins stressant. Je me prends déjà à rêver d'une période française au cinéma de Jarmusch entre un remake des Bronzés 3 avec Mathieu Amalric, Béatrice Dalle et Julie Delpy ou une suite des Anges Gardiens avec Adam Driver et Bill Murray. Selon Deadline, Ty West réalisera une nouvelle adaptation de Christmas Carol pour Paramount avec Johnny Depp dans le rôle principal. Le tournage débutera le début de 2026 pour une sortie prévue le 13 novembre. Réaliser une trilogie entière sur le trauma féminin et la misogynie à Hollywood pour finalement tourner avec le premier acteur connu qui a battu sa femme. La définition de vendre son cul est à la page 37 de tous les Larousse au nom de Ty West. Après le succès d'Aftersun, Charlotte Wells prépare son deuxième long métrage, un biopic sur Blondie. Debbie Harry, la chanteuse du groupe, souhaiterait voir Florence Pugh pour l'incarner. De mon côté, j'essaie toujours d'ailleurs de greenlighter le biopic sur moi avec Harris Dickinson, mais ça bloque. Donc si quelqu'un a des contacts dans la production, je suis preneur, vous pouvez me contacter au 01. Est-ce qu'on peut recentrer sur les news, s'il te plaît ? Pardon. Quentin Dupieux tourne actuellement Fulfill, son projet le plus ambitieux à ce jour, entièrement en anglais. Il réunit Kristen Stewart, Woody Harrelson, Emma Mackey et Tim Heidecker. Le tournage a commencé avec une possible présentation à Cannes 2026. C'est le 6e film réalisé en 4 ans par Dupieux. Notre choléra français se porte bien. Georges Clooney jouera dans le film 10%, saluant au passage le succès international de la série culte et n'ayant pas hésité une seule seconde à rejoindre le projet. Grosse annonce pour les fans de la série qui sont encore occupés à lancer le hashtag Tondelier 2027. Et je le rappelle d'ailleurs que le prélèvement Lyme de novembre arrive mardi. Alors que Bugonia s'apprête à débarquer sur nos écrans, Yorgos Lanthimos déclare vouloir prendre quant à lui une pause bien méritée après 3 ans de film acclamé avec Emma Stone. On lui souhaite donc de prendre du repos longtemps, quelques années méritées peut-être. Qui sommes-nous pour juger, mais certainement nécessaire. Et parfois la retraite permet de se poser les bonnes questions. Qui suis-je ? Où vais-je ? Y a-t-il eu de grands films après l'arrivée du son ? Et surtout, ai-je vraiment besoin de continuer à faire des films ? Merci Paul, et c'est l'heure maintenant de notre séquence contre-champ. On va décortiquer avec Lisa les questions décoloniales. Donc c'est une nouvelle séquence que tu nous proposes ce soir. Contre-champ, une tentative anticoloniale. Récemment, je me suis posé la question. Pourquoi parle-t-on de cinéma décolonial ? Est-ce qu'il y a un cinéma colonial ? Pour répondre à mes interrogations, je me suis intéressée au travail d'Alain Brossat, qui écrit l'imaginaire colonial au cinéma. Pépé le Moko, Laurence d'Arabie, Les 4 plumes blanches, Le tombeau hindou, Mort sur le Nil, Indochine, Les 55 jours de Pékin, voilà une petite liste non exhaustive de films concernés.
Attention, ce que ces films ont en commun, ce n'est pas de contenir un message explicitement élogieux vis-à-vis de la colonisation. Ce ne sont pas des films de propagande, non. Ce sont des films d'aventure, des drames militaires, des tragédies romantiques, des films que l'on regarde pour se divertir. L'action prend place dans un monde de paysages exotiques souvent grandioses, jungles, savanes, déserts, et dans lesquels les personnages blancs partent en Orient pour oublier l'Europe, pour refaire leur vie, pour rêver. Voilà une première caractéristique du cinéma colonial, un genre qui nous embarque dans ce joli rêve. Or, il se trouve que ce rêve correspond à un espace réel, qui est celui de la colonisation occidentale. Ensuite, il y a la différence très nette qui y est faite entre blancs et indigènes. Les premiers sont systématiquement au centre du récit. Ils parlent des langues européennes en faisant des phrases complètes et en se comportant en maîtres, tandis que les seconds sont relayés soit au rang de subalternes au service des blancs, guides, serviteurs, interprètes, soit à celui de sauvages parlant un jargon inintelligible et primitif. Il y a dans ces films une véritable grammaire des espèces qui se traduit en une hiérarchisation des corps. Le corps blanc dominant le corps racisé, la culture supérieure à la nature, la civilisation confrontée à la sauvagerie. En effet, les autochtones y sont systématiquement représentés comme terriblement dangereux et sanguinaires. En fait, dans ces histoires, on utilise un procédé narratif fondé sur un principe d'inversion. Souvent, l'histoire commence par un incident. Très souvent, il s'agit d'un massacre de Blancs commis par les populations colonisées. Cet incident sert alors de prétexte au déclenchement des hostilités de la part du colonisateur. L'agresseur s'y met en scène comme la victime, n'aspirant qu'à défendre ses droits et contraint d'agir par légitime défense. Ces choix de mise en scène permettent de revisiter complètement l'histoire de la colonisation, transfigurée en épopée héroïque, et servent de justification aux crimes de guerre qui sont, je le rappelle, avérés, massifs et répétés. C'est cela le principe même du film colonial, l'embellissement de l'abjection. En conclusion, ce qui est systématiquement absent dans ces films, c'est la raison du colonisé. Toujours figé dans la position du criminel, appelé péjorativement faible, rebelle, terroriste, ces films n'interrogent jamais les raisons de son soulèvement. Brossat écrit à propos du colonisé en action que le voir comme un résistant, au même titre que nos résistants à la tyrannie nazie, cela supposerait davantage qu'un pas de côté, un déplacement radical et même une inversion des positions. Du moins, une capacité d'entrer dans un processus champ contre champ. Grand merci Lisa, on se retrouve en décembre avec encore du pain sur la planche. Le mois dernier, nous avons eu le bonheur d'accueillir Timothée Sauvaget, nouveau distributeur chez Léopard Film. Entre Charlie XCX et le film d'horreur qui implose plutôt la cellule familiale, aujourd'hui, avec Anna, nous souhaitions parler d'un distributeur que l'on aime profondément, ED, et son trio de choc, dont Manuel Attali. Ils sortent mercredi prochain le superbe Duel à Monte Carlo del Norte du fantastique, de nouveau, Bill Clinton, qu'ils ont également produit. Drama is life with the dull bits cut out. Et oui, Dorian, je suis en compagnie de Manuel Attali, cofondateur de la société ED Distribution. Merci beaucoup pour ta présence ce soir et bienvenue dans l'émission. Merci à vous, c'est trop bien. Du coup, tu es l'un des rares distributeurs en France à défendre le cinéma d'animateur d'auteur depuis des années. Quel a été ton moment fondateur, celui où tu t'es dit, voilà, c'est ça que je veux faire? Au niveau de l'animation ou au niveau de la distribution? Les deux, tu peux dire les deux. La distribution, ça a été... On n'est pas les seuls à faire de l'animation, je pense qu'il y en a quand même pas mal. Peut-être plus pour les enfants, mais bon, en tout cas, il y en a d'autres. Ne serait-ce que UFO qui vient de sortir... Flo et... celui qui était à Cannes. Alors, celui qui était à Cannes... Ah oui, La mort n'existe pas. La mort n'existe pas, qui était à la quinzaine. Ouais, donc on n'est pas tout seul. Il faut saluer les copains aussi. Et donc, on a créé cette boîte il y a 30 ans avec Fabrice, un peu sur un coup de tête. Parce que Fabrice, moi je savais pas ce que je voulais faire de ma vie du tout. Et Fabrice lui voulait être distributeur et comme on avait sympathisé autour de la musique, etc. Un jour je lui ai dit viens montons cette boîte et c'est ce qu'on a fait sur un coup de tête. Et on a avancé comme ça d'année en année jusqu'à ce que ça fasse 30 ans. Okay. Avec des cinéastes comme Guy Maddin, Andrew Cutting, Bill Plimpton, des gens avec qui les frères Quay et plein de gens comme ça avec qui on est resté fidèles, avec qui on a multiplié les sorties au fur et à mesure des années, leur restant fidèles et eux surtout nous restant fidèles aussi, ce qui était un bonheur assez... C'est assez unique parce qu'on voit beaucoup de distributeurs qui se font piquer leurs films quand ça grossit, etc. C'est un peu une logique. On a peut-être fait en sorte qu'ils grossissent pas trop pour être sûr qu'on nous les pique pas. Mais en tout cas, il se trouve que c'est comme ça une camaraderie et c'est quelque chose qui est assez fort parce que c'est plus qu'une relation de travail avec Guy, Bill, Andrew, tous ces gens-là. On est amis. Avant tout, on est amis. Après, on bosse ensemble, mais on se connaît très bien.
Plimpton, ça fait 30 ans qu'on a sorti son premier film le 28 novembre 98. J'étais pas né. C'était là, merci. C'était L'impitable lune de miel qu'on avait découvert à Toronto et qui a été vraiment un coup de foudre. Ouais. Un tel déversement de folie sexuelle, violente, délirante. Incroyable. C'était génial. Et pour le coup, à l'époque, c'était du jamais vu. On a vraiment, je pense, bon, il y avait eu Akira avant des choses, mais on a vraiment lancé le film d'animation pour adultes, quelque part. Et on a révélé Plimpton à un public qui était assez important à l'époque. C'était vraiment une découverte. Et voilà, c'était il y a 30 ans. Bill fait ses films de manière totalement indépendante, tout dessiné à la main avec une petite équipe, etc. Pour Duel à Monte Carlo del Norte, il n'a fait que 40 000 dessins à la main. Et voilà, il fait ça depuis toujours. Je pense il le dit lui-même, mais je pense qu'il ne se trompe pas. Il est peut-être le seul animateur à faire entièrement à la main tous ses films. Même si après il a des assistants pour les scanner, pour l'animation, etc. Il fait quand même énormément de choses tout seul. C'est un système D qui n'existe pas en France. Et quand il va dans les festivals à droite et à gauche, il vend ses DVD, il vend ses bouquins, c'est un crowdfunder lui-même, quoi. C'est un VRP du cinéma d'animation, quelque part. Mais voilà. Et donc on en est là, et c'est le 8e long métrage qu'on sort de lui. Voilà. On n'avait jamais été en production avec lui, et là on s'est dit peut-être qu'on peut passer un pas en plus. Et donc on l'a proposé d'être coproducteur, et on a réussi à décrocher le cinéma du monde, qui est une aide du CNC qui est assez remarquable et qu'on voit pas souvent dans l'animation. Et voilà, on a eu cette chance. Ils nous ont suivis sur le projet, on a eu une très belle enveloppe, ce qui nous a permis de faire des travaux en France, puisque Bill a travaillé pour la première fois de sa vie, pas uniquement tout seul. On a bossé avec Folimage, donc le labo, le studio d'animation très connu qui est dans la Drôme, à Valence, et qui ont fait un travail remarquable de couleur, de mise en couleur d'un tiers du film, dont Bill était super content et qui a pas mal influencé, d'ailleurs, à rebours, les couleurs qu'il a données au film après. Ok. Et du coup, comme tu disais, tu as travaillé avec des auteurs très singuliers, donc Bill Plimpton, Patrick Wang, Guy Madin. Est-ce que tu as une rencontre qui t'a particulièrement marqué ou une anecdote que tu souhaiterais nous témoigner? Ouais, c'est difficile. Humainement, c'est Andrew Cutting, Okay. qui est un mec extraordinaire, qui est d'une humanité, qui est d'une force physique. Et tu vois Andrew Cutting quand il te prend dans tes bras, t'as l'impression que rien ne peut t'arriver, quoi. Et il fait des films d'une humanité. Bon, maintenant, il est plus parti dans l'expérimental, mais ces films Gallivante et Cette Salter, c'est des choses. Voilà. Après, Patrick Wang, ça a été super fort parce que c'est la première tournée que j'ai faite avec Les Secrets des Autres, qui était présenté à l'Acide en 2015 et qui a vraiment bien marché. Après In the Family, qui était un film magnifique sur l'homoparentalité et sur les... Voilà, et c'était une rencontre aussi super forte parce qu'on a essayé aussi de le monter en cinéma du monde, on l'a pas eu. Mais on a fait beaucoup de choses, on a fait une tournée, ça était vachement proche. Les frères Coué aussi, ils sont extraordinaires. Non, c'est difficile de choisir un préféré, c'est super compliqué. Pas de souci. Et moi, je voulais avoir ton avis sur le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de décisions dans le cinéma, que ce soit la promotion, la programmation ou le choix des films à distribuer, ils sont influencés par des algorithmes, des données. Dans ce contexte, quelle place tu laisses encore à l'intuition humaine du distributeur ? Il y a que ça chez nous. Ok. Il y a que ça. Ma femme me demande souvent est-ce que tu fais des études de marché, des trucs genre, on est super mauvais en tout ce qui est économie, etc. On est très mauvais. Nous, on ne fonctionne qu'à ce qu'on ressent à l'estomac, quoi. Okay. On voit un film, s'il nous prend à l'estomac et qu'il est libre et qu'on peut le faire, on y va. Okay. Le reste, ce que ça dit, ce que ça raconte, ça vient en secondaire. Les études de marché, on est mauvais, on est super mauvais là-dedans. Et je laisse Joachim ce soir. Merci Anna, merci Manuel, proposer sa première interlude musicale. Oui, merci Dorian. Et donc on va commencer cette playlist du jour avec Cérémonie, l'une des dernières chansons écrites par Joy Division et son leader Ian Curtis, qui se suicide malheureusement quelques mois après en 1980. Et les 3 membres restants du groupe forment dans la foulée New Order, et sort ce titre en 1981. Il existe plusieurs versions de cette chanson, dont 2 live de Joy Division, mais on va écouter la version New Order qui est présente au début et à la fin de Lumière sur les collines, un film britannico-japonais au cinéma en ce moment. La chanson situe la période, le Londres des années 1980, alors que l'héroïne questionne sa mère sur son passé et le traumatisme vécu à Nagasaki. J'en profite également pour mentionner l'excellent biopic sur Ian Curtis, Control, de Anton Corbijn, qui est disponible sur Mubi.
Radio Campus Paris. C'est donc Halloween ce soir, changement d'heure oblige. Préparez vos plaids et chocolats du soir pour frissonner chez vous et au cinéma, prioritairement, autour de films d'horreur. Si le blob travaille sur la substance, le gluant et sa dimension invasive, ces films sont aussi un parfait moyen d'avoir peur. Pourquoi aimer tant ça, la peur ? Avec Paul Lanus, aujourd'hui, on en parle. L'instant filmosophie. Et bonsoir à tous. Le froid et les citrouilles envahissent Paris, on sort nos meilleurs déguisements pour ce soir, et les plateformes de streaming ressortent tous les classiques de l'horreur. Mais Halloween, est-ce que c'est pas le temps parfait pour justement se demander pourquoi on aime avoir peur ? Parce que la philo, elle ne fuit pas les monstres. Elle cherche à les comprendre, ou au moins les affronter. Donc aujourd'hui, dans l'instant filmosophie, on confronte deux visions radicalement différentes de la peur. Celle de Freud, avec le film The Babadook, et celle de Nietzsche, avec le film Ça. Commençons d'abord par Freud. D'abord, pour lui, la peur, ce n'est pas qu'une émotion, c'est une manifestation de l'inconscient. Elle surgit quand quelque chose qu'on a voulu oublier remonte à la surface. Ça peut être une douleur, un désir ou une colère refoulée. Donc la peur, c'est le retour du refoulé, ok ? C'est ce que le conscient a voulu effacer qui revient, déguisé en menace. Prenons par exemple le film The Babadook. Dans le film, Amelia élève seule son fils depuis la mort tragique de son mari. Un jour, il découvre un étrange livre pour enfants. Mr. Babadook. C'est un conte inquiétant sur une créature noire, tapie dans l'ombre, qui s'invite dans les maisons et les esprits. Et peu à peu, le Babadook devient réel. Freud aurait kiffé. Car le Babadook, c'est le deuil refoulé de son mari qui prend corps. Et plus Amélia nie sa douleur, plus la créature grandit. Et la seule issue, c'est d'accepter sa présence, de reconnaître ce qu'elle avait voulu taire. À la fin d'ailleurs, elle ne détruit pas le monstre, elle l'enferme à la cave et le nourrit. Parce qu'on ne guérit pas de ses peurs en les supprimant, mais en vivant avec. Freud y verrait d'ailleurs une leçon parfaite. On ne guérit pas de ses peurs en les chassant, mais en les intégrant. La peur devient alors une boussole. Elle indique la zone de nous-mêmes qu'on refuse encore d'explorer. Puis Nietzsche entre en scène. Pour lui, la peur, il veut pas la comprendre, il veut la dépasser. Pour Nietzsche, c'est simple. La peur, c'est une épreuve, et celui qui la traverse en ressort plus fort. Dans le film Ça, ou It en anglais, le clown Pennywise incarne la peur pure, qui se nourrit des cauchemars, des traumatismes et des angoisses d'enfance. Mais il a une faiblesse. Il ne peut rien contre ceux qui n'ont plus peur. Les enfants du club des ratés l'apprennent peu à peu dans le film. Quand il cesse de trembler, Pennywise rapetisse. Et quand il rit de lui, il perd toute puissance. C'est l'incarnation de la vision de Nietzsche sur le sujet. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ou plus précisément dans ce cas-là, plus libre. Car la peur, c'est une épreuve de croissance que l'on surmonte en mobilisant sa volonté de puissance, donc notre force intérieure qui nous pousse à se dépasser. L'homme libre n'est pas celui qui n'a pas peur, mais celui qui fait justement quelque chose de sa peur. C'est le grand oui à la vie qu'il décrit dans Ainsi parlait Zarathustra. Oui, même à ce qui t'effraie, et même au tragique. En soi, chez Freud, la peur révèle ce qu'on cache, et chez Nietzsche, elle forge ce qu'on devient. Le premier nous apprend donc à écouter nos fantômes, et le second à leur rire au nez. Et peut-être qu'entre les deux se trouve justement la vraie sagesse. Il faut accepter nos peurs, puis les défier. Donc au fond, Halloween, ce n'est pas que la fête de la mort, c'est aussi celle de la vie qui résiste. Merci Paul, on te retrouve en décembre, la prochaine séquence autour de la philosophie et de tes analyses. Donc ce soir, les films d'horreur. Et hier, Toujours Plus Gore, justement, offrait son Nutri-Score B au public du Luminor Hôtel de Ville. On revient avec Paul et Louise sur cette séance d'Halloween qui a encore su vous ravir. On vous remerciera jamais encore pour ce magnifique succès. C'est parti, Louise. Et donc ce mois-ci, au Ciné-Club Toujours Plus Gore, on a parlé de corps, de texture, de transformation, bref, de tout ce qui rend le cinéma d'horreur aussi concret que symbolique. La séance s'ouvrait avec You, un court-métrage de Félix Daubert, 20 minutes tendues, visuelles, organiques, où la matière devient presque un langage. On y retrouve cette fascination pour la chair, pour le dégoût, pour ce moment où la peau se met à parler avant les personnages. Ensuite, on a fait place à un classique absolu, Le Blob de Chuck Russell, sorti en 88, un remake fiévreux du film de 1958. Le monstre y est une masse vivante, incontrôlable, qui avale tout sur son passage, une métaphore aussi simple qu'efficace de la contamination, de la peur qui se répand et de la société qui se dissout. Pour accompagner cette double projection, on a eu deux invités, Marc Gaudin, critique et historien du cinéma de genre, et Justine Mandet, maquilleuse d'effets spéciaux et prothésiste. Ensemble, ils nous ont rappelé que dans le cinéma d'horreur, la peur n'est pas qu'une affaire de scénario, mais aussi de texture et de technique.
Ça a donc été une soirée dense, entre cinéma de matière et réflexion sur la fabrication du monstre. Un cinéma du contact, du coulant, du sensible, qui nous rappelle que parfois, pour comprendre la peur, il faut la toucher du doigt. Merci Louise. Et quand le projet est né, nous avons rapidement collaboré avec un grand nom de la production et de la programmation. François Cognard, un des créateurs de Starfix. Il programme la plateforme de VOD et SVO des films TV, qui va bientôt être nommé Sooner, avec Univers Ciné. Mais il nous a vite parlé d'un film important et d'un réalisateur important, Chuck Russell, et son travail autour du blob. Producteur des films de Catet et Forzani, dont le dernier, Reflet dans un diamant mort, il a produit avec sa structure Tobina Film plusieurs courts-métrages, dont Chiu de Félix Lebert. Jeune réalisateur en devenir, le film de Félix a été préacheté au service court-métrage et création de Canal+, qui a révélé Gaspard Noé et Lucille Azialewicz, Jean-Baptiste Durand, Julia Ducournau et tant d'autres. Et l'amour du cinéma de genre se fait ressentir directement avec un huis clos, dans une fête de jeunes où un chewing-gum peu à peu semble créer le trouble et met les invités justement dans le trouble. L'association Chiu et le blob, sur lequel reviendra Paul, est évidente. Les films se font particulièrement écho. L'hommage est là, mais Chiu est une vraie proposition d'un metteur en scène, d'un jeune metteur en scène et d'un directeur, d'acteurs et d'actrices. Il travaille sur l'attente, sur ces soirées où tout peut se passer et devient peu à peu un superbe portrait d'une génération perdue. Le gluant, cette créature, sans être vraiment une créature, rappelle les débuts du cinéma et son évolution. Des effets visuels, mais pas vraiment spéciaux, pour mieux dégoûter, et un travail qui permet d'imprimer la rétine. Un monstre qui parasite et devient de plus en plus menaçant et dégoûtant. En résulte une drôlerie et une envie d'en voir toujours plus, justement. Félix travaille actuellement sur un long métrage éponyme, entre gluanterie supplémentaire et peinture de personnages. On peut le dire comment l'horreur se réinvente et joue avec son époque. Et comme tu l'as dit, Chiu rappelle inévitablement le blob à toutes ses itérations en général, mais surtout à une en particulier, celle de Chuck Russell. En 88, tout juste sorti des griffes du cauchemar, alias Freddy 3, Russell s'associe à nouveau avec Franck Darabont, encore scénariste à l'époque, pour lancer ce projet de remake / reboot / suite. Dans la grande tradition du splatter, ce cinéma de gore grotesque porté dans les années 80 par Stuart Gordon, Sam Raimi ou Brian Yuzna, le blob se présente comme une ode à la matière et à l'artisanat, porté par des effets pratiques menés par Tony Gardner, disciple de Rick Baker, maître en la matière. Le film reste d'une fraîcheur étonnante, un plaisir viscéral où la chair fond au service de la véritable star, cette masse organique non identifiée qui ne cesse de grandir et de multiplier les mises à mort inventives. C'est avec un ludisme et un humour enfantin que le long métrage s'amuse de cette figure dans sa manière d'arpenter l'espace, de s'y infiltrer d'abord dans les interstices, éviers, conduits d'aération avant d'envahir la ville, les égouts, jusqu'à la salle de cinéma elle-même. Au-delà du plaisir régressif qu'il procure, le film recèle donc peut-être en creux, volontairement ou non, un discours figuratif sur l'horizon d'un certain type de blockbuster hollywoodien lancé dans les années 80. Une entité qui enfle inlassablement jusqu'à menacer de dévorer le cinéma lui-même. Merci Paul. Alors pour rappel, le blob est disponible sur Shadows, Chiu sur MyCanal. Mais je voulais évidemment vous parler de la prochaine séance de Toujours Plus Gore qui me tient particulièrement à cœur, la petite et la grande histoire. Nous sommes très heureux de vous présenter notre prochaine séance avec excitation, je le disais, fierté et un peu de stress, le mardi 2 décembre à 19h30 exceptionnellement. Aux écoles, découvrez des accidents domestiques qui sauront vous marquer et peut-être même vous terroriser. Alors si The Big Shave, court-métrage de Scorsese, fut simple à programmer, il a tout de même fallu l'aval de la productrice directe du cinéaste. C'est tout bon. Sur grand écran, un homme se rase et tout ne se passe pas comme prévu. Une métaphore de la guerre du Vietnam et comment l'art insufflait de façon sous-jacente des messages politiques très forts dans les années 60. Mais ce soir-là, nous proposerons Le démon dans l'île, rareté de Francis Leroy, avec Jean-Claude Brialy et Annie Dupéret. Proposé par notre homme de l'ombre et grand producteur François Cognard, le film suit l'histoire de deux médecins enquêtant sur une île autour d'accidents domestiques qui se multiplient et semblent être liés. Du paranormal et un huis clos, je peux le dire, vénéneux. D'abord, et avant de découvrir ce film, il convient de rappeler qu'il était primordial, en tant que programmateur, de parler de cinéma français, quand on a fait cette programmation avec Paul Pinault et Raphaël Cos, du cinéma français de genre et surtout avec de grands acteurs qui décident justement de dévier de leur parcours d'acteur pour la beauté du geste, du scénario et ou de l'auteur. Surtout avec un réalisateur abonné aux productions pornographiques, grand précurseur du porno français. Et je ne le dis pas péjorativement, dans les 70s, Leroy travaillait avec Brigitte Lahaie, après avoir été influencé par la nouvelle vague et avoir assisté Chabrol sur le tournage de son Landru. Le démon dans l'île est donc une exception oubliée dans sa filmographie et le cinéma de genre français. Et pourtant un superbe film, complexe à programmer et peu visible. D'abord, il a fallu contacter Gaumont, qui détient les droits. Et puis, peu à peu, ça c'est un peu compliqué, puisque le titre est rare et peu projeté. Et on peut le dire que les emmerdes ont pu commencer avec des contrats de droits finalement non renouvelés, puis du matériel inexistant, même en argentique. Bien normal quand nous voyons la quantité de films existants dans le catalogue Gaumont et chez les autres cataloguistes ayant droit.
Tout n'est pas restaurable et les subventions manquent, on le sait, et ça manque de plus en plus cruellement. Tout cela se complique, pas de droit et pas de copie. Mais merci, et je le dis avec grand plaisir à eux et à Gaumont pour leur travail de fourmi, puisqu'il a fallu prouver juridiquement que c'est bien Claude Zidi, avec son pseudonyme Owen T. Roseman, qui écrivit le film. Il était donc scénariste. Encore une preuve que le film, dans sa production et ses choix, fut audacieux et reste historiquement atypique. Et les contrats donc furent renouvelés, une épine en moins. Zidi, en effet, habitué à la comédie avec les loups la cuisse, les bidas en folie, Inspecteur la bavure ou encore les Soudoués, préférait ne pas étonner le spectateur de ce revirement de registre en passant au genre. Au moment où je vous parle et après des mois de recherche et curation pour une unique projection, nous attaquons en urgence à la recherche d'une copie du film de Leroy avec de belles chances, je l'espère, de récupérer celle de la Cinémathèque de Toulouse. Il était pour moi précieux de recontextualiser cette œuvre, le travail faramineux des distributeurs, cinémathèques et programmateurs, un ovni dans le paysage et une curiosité à ne pas louper. Avec, évidemment, on est encore plus content avec Annie Dupéret qui sera présente en bonus, donc le mardi 2 décembre à 19h30, rue des Écoles, aux Écoles Cinéma Club. Vous ne le verrez que dans Toujours Plus Gore, je vous le dis, et je vous encourage à venir, vu la complexité de projeter ce film. Grand merci donc aux équipes de Gaumont, dont Louise Parot, précieuse au moment où les cataloguistes perdent de leurs moyens juridiques, techniques et financiers. Moviegoer sur Radio Campus Paris. Et retour en musique sur le gros film qui marque cette rentrée, on en parlait déjà dans la dernière émission, c'est One Battle After Another de Paul Thomas Anderson. Alors peut-être aurez-vous capté la petite référence que fait le personnage de DiCaprio à cet hymne révolutionnaire des années 70, un poème musical de Gilles Scott-Heron, The Revolution Will Not Be Televised. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in 4 parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spyro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry armed women liberationists and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keys, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck or The Rare Earth. The revolution will not be televised. Passé par Cannes puis Annecy, ça n'est pas donné à tous les films d'animation. Et Arco en fait partie. Après le portrait intime d'Azanavicius, la plus précieuse des marchandises, le film somme de Jean-François Leguioni, Slocum et moi, où le formidable Mon ami robot place à la science-fiction avec Arco, qui a fait sensation sur la Croisette, et maintenant en salle. Animotion. On est en 2020, le monde est à l'arrêt et quelque part en France, un jeune dessinateur confiné est en train d'esquisser l'image d'un garçon laissant s'échapper de son dos une traîne de couleur arc-en-ciel. Le signe d'une lueur d'espoir dans un monde incertain. 5 ans plus tard, cet arc-en-ciel déferlera sur le dernier festival de Cannes et sera le cristal d'argent du festival d'animation d'Annecy. Il s'agit d'Arco. Sorti en salle le 22 octobre dernier, il est le film Animotion du mois. Qu'est-ce que ça peut être ? Aucune idée. À mon avis, c'est un magicien. Ou peut-être un ange.
t'appelle? Moi, c'est Iris. Arco, mais tu viens d'où? C'est donc l'histoire d'Arco, un jeune garçon venant d'un futur lointain qui veut rejoindre la cour des grands et voyager dans le temps comme ses parents à l'aide d'une tenue arc-en-ciel. Trop jeune, ce dernier brave l'interdit, enfile la tenue familiale et se retrouve malencontreusement propulsé en 2075, à l'époque d'Iris, 10 ans elle aussi, qui recueille le garçon et va l'aider à rentrer chez lui. Alors comment parler de dérèglement climatique aux enfants? Un défi épineux qu'Hugo Bienvenu s'est lancé à lui-même, en proie à sa paternité à venir. Cet arc-en-ciel est une sorte de câlin au monde, comme il aime à le dire. Le monde va mal, oui, mais faire un film sur l'environnement avec de l'optimisme, c'est possible. Hugo Bienvenu propose avec Arco un film qui donne à penser l'avenir, mais surtout à repenser notre rapport au présent, à apprendre à se le faire sien, à le regarder, se reconnecter avec la nature, notre entourage et même notre imagination. Et pour se rattacher aux sensibles, Hugo Bienvenu a choisi de faire son film en animation traditionnelle, lui qui vient pourtant de la 3D. Il donne ainsi une physicalité aux personnages et au décor, déploie aussi une palette de couleurs lumineuses dans un film de science-fiction, un choix malicieux pour traduire toute la richesse du monde, ce qu'on a à protéger, à sauvegarder. Et cerise sur le gâteau, un casting vocal d'exception pour ne pas nous déplaire, qui compte notamment Swan Arlo, Alma Jodorowsky, Oxmo Puccino, Louis Garrel, William Legbill ou encore Vincent McCain. Premier long métrage du cinéaste Hugo Bienvenu, ce film d'animation est aussi un film d'amitié, celle d'Iris et Arco, mais aussi celle d'Hugo et Félix de Givry, son associé, dans la production et l'écriture de ce long métrage. Ils ont fondé ensemble la société Remembers pour mettre en production leurs projets, de la fiction comme de l'animation, du court et du long. Hugo a un parcours assez exceptionnel dans l'art du dessin. Après un bac STD2A, les grandes écoles d'art appliqué lui tendent les bras, les Gobelins, tout comme la Cole Arts, l'école de cinéma d'animation californienne, qui a formé quelques artistes comme Tim Burton, Sofia Coppola ou Michel Oslo, le père de Kirikou. Mais même en Californie, les inspirations d'Hugo se tournent vers le Pacifique, et notamment au pays du soleil levant. Sa Madeleine de Proust, Dragon Ball Z. Et pour rendre la nature aussi sensible, rien de tel que les films de Miyazaki pour l'inspirer. Des films et mangas qu'Hugo a regardé enfant un nombre incalculable de fois. Avant cette première réalisation, Hugo s'était déjà fait remarquer avec des bandes dessinées, des films publicitaires pour Hermès et la pochette de l'album Takotsubo du groupe L'Impératrice. En scrutant son travail, on pouvait d'ailleurs apercevoir des personnages que l'on retrouve aujourd'hui dans son film. L'univers lumineux et sensible d'Hugo Bienvenu est donc à suivre, et il n'est pas impossible qu'Arco devienne le film de chevet de beaucoup d'enfants à travers le monde. Merci beaucoup François. Paul, cette fois, tu reviens avec un peu plus de douceur, un peu plus de conviction, j'espère. Tu souhaitais nous parler de ton film du mois. L'arbre de la connaissance d'Eugène Green, une fable, on peut le dire, bien perchée, mais surtout pétrie d'amour du cinéma et de ses personnages. Nous en parle. La jeunesse irrigue sans relâche le cinéma singulier d'Eugène Green, situé quelque part entre Rivette, Romer et Bresson, et toujours plus épuré avec le temps. Avec l'arbre de la connaissance, Green retrouve le Portugal et une jeunesse d'aujourd'hui, mais la fait glisser vers la fable, renouant avec la veine du monde vivant, sans doute son plus beau film encore aujourd'hui. S'il partage les mêmes motifs que son prédécesseur, le film n'en retrouve jamais la maestria, malheureusement pénalisé par un texte un peu simpliste et un geste formel affaibli par le numérique depuis quelques films déjà. Mais ces fragilités deviennent aussi le signe d'une touchante modestie, d'une forme de sagesse soustractive que seul un cinéaste âgé peut désormais revendiquer. Car l'arbre de la connaissance, comme tous les films d'Eugène Green avant lui, est d'abord un film sur la croyance qu'il faut ici retrouver. Croyance du personnage principal, Gaspard, jeune homme désabusé et cynique, mais aussi une croyance plus générale en la fiction et en son pouvoir de résilience. Green parvient, comme pu le faire Rivette d'ailleurs en son temps avec Duel, qui fait pas mal penser, à fabriquer du conte avec du toc, à transformer la pauvreté des moyens en puissance poétique. Diogo Doria, habillé avec une toge, devient un ogre. Deux touristes se changent hors champ en chien et en ânesse, tandis qu'un vieux décor de cabaret devient la tanière d'une créature fantastique. Tous les outils du cinéma y sont investis d'une foi quasi biblique. La foi dans ce qu'un plan fixe, un chant ou un contre-chant peuvent encore produire d'émotions. Ce qui s'annonçait d'abord comme du semi-Oustlund ou le pire de Radu Jude, traversé par un anti-américanisme adolescent, un humour grinçant sur les causes contemporaines et une forme de cynisme omniprésent, s'oriente peu à peu vers un retour à l'innocence où s'effacent les langues et les barrières au profit du sentiment et d'un regard apaisé sur autrui. Oui, je t'ai senti un peu plus calme cette fois. C'est bien, merci Paul. Ce mois-ci, Louise souhaitait revenir sur les gender studies, si je puis me permettre. Le regard féminin est enfin questionné et mis en exergue. Un regard que le cinéma, en tant qu'espace de réflexion, légitime de la figure de l'auteur, toujours vue comme institutionnalisée, mais finalement résolument dominatrice.
XVIIe siècle, c'était qui l'auteur le plus âgé? Les études féministes du cinéma ne datent pas d'hier. Dans les années 70, Laura Mulvey, Marianne Doane ou Bell Hooks ont montré que le cinéma n'est pas seulement un art du récit, mais un vrai appareil de pouvoir. Dans Visual Pleasure and Narrative Cinema, Mulvey décrit dès 1975 le male gaze, ce regard qui distribue les rôles et où l'homme regarde et la femme est regardée. 20 ans plus tard, Bell Hooks évoque le regard des spectatrices noires, capables de fissurer le cadre et de détourner l'image. Ces textes, traduits tardivement en France, rappellent que le regard est déjà une prise de position et qu'on ne peut comprendre le cinéma sans interroger d'où on filme ni pour qui. En France, cette réflexion a longtemps été freinée par la mythologie de l'auteur, cet homme supposément universel dont la subjectivité devient la norme esthétique. Le cinéma français, obsédé par cette figure, a mis du temps à reconnaître que le regard pouvait lui aussi être une forme de domination. Aujourd'hui, ces questions ressurgissent ailleurs, dans les adaptations. Adapter, c'est choisir ce qu'on transmet et à qui. Le fait que des femmes adaptent des textes écrits par d'autres femmes déplace le centre du pouvoir. C'est une manière de refuser la honte, de transformer ce qui fut tu en paroles partagées. La petite dernière, roman de Fatima Das, adapté par Afia Herzi, s'inscrit par exemple dans ce geste. Le film ne parle pas au nom d'eux, il parle depuis. Depuis une existence traversée par plusieurs appartenances religieuses, sociales, sexuelles. 10 ans après la vie d'Adèle, qui transformait le désir féminin en spectacle de voyeurisme, la petite dernière inverse le dispositif. Elle filme le désir sans le posséder et redonne à la sexualité sa part de complexité et de pudeur. Qu'on aime ou non le film, il ouvre un espace de discussion non biaisé. La sexualité n'est plus un spectacle, mais un récit situé. Judith Godrèche, de son côté, prépare aujourd'hui l'adaptation d'un texte d'Annie Ernaux. Ce choix n'a rien d'anodin, puisqu'Ernaux a fait de l'écriture un moyen de transformer la honte en savoir et de convertir le personnel en politique. En portant cette œuvre à l'écran, Godrèche prolonge ce geste. Elle déplace l'intime vers le collectif et l'expérience vers la parole publique. Longtemps filmée, façonnée et violentée par des hommes de pouvoir, elle reprend la caméra pour inverser le dispositif. Et sa démarche dépasse la confession. Elle interroge la structure même du regard, la répartition inégale du droit de filmer et d'être filmé. En adaptant Ernaux, Godrèche s'inscrit dans une filiation politique et esthétique, celle des femmes qui déplacent la honte du champ de la faute vers celui du savoir et de la représentation. Cette filiation entre autrice et réalisatrice dessine une autre conception du cinéma. Adapter des textes de femmes, ce n'est pas illustrer un propos, c'est rouvrir le champ du visible et reprendre la main sur ce qui avait été confisqué. Le cinéma devient alors un espace de révision des hiérarchies du visible, non plus un miroir du pouvoir, mais un instrument de sa mise en crise. Car le geste politique ne se joue pas seulement dans la manière de filmer, mais aussi dans le choix même de ce qu'on décide d'adapter, de qui on estime que la parole mérite d'être transmise. En reprenant ces récits, en les portant à l'écran, ces femmes ne proposent pas un autre regard. Elles changent les conditions mêmes de la visibilité. Et ce déplacement du cadre au pouvoir de cadrer constitue aujourd'hui l'un des enjeux politiques majeurs du cinéma. Merci Louise. Et merci beaucoup Louise. Et toujours dans la BO donc de One Battle After Another, je vous propose d'écouter un groupe assez populaire des années 60 aux États-Unis et plutôt oublié aujourd'hui. C'est The Shirelles, 4 chanteuses du New Jersey, une ambiance soul. Et donc ce titre de 1962, Soldier Boy, petit succès à l'époque et présent au début du film alors que l'on découvre l'atmosphère de Backtown Cross, la ville où Bob a refait sa vie et où il s'est transformé en un genre de dude à la frère Cohen. For I'll be true to you.
Et non, ce mois-ci, Axel n'incarnera pas Let's Be Queer. Aujourd'hui, c'est un nouveau. Notre fin rédacteur Victor Lepossant qui vous parle du nouveau film de Dulac Distribution, je fais un peu d'autopromo, Queer Panorama. Un premier film de John Lee qui traite de la solitude d'un jeune homme enchaînant des relations homosexuelles, tout aussi désintéressées que névrotiques. Et c'est contre nature. Et oui, c'est Let's Be Queer. Queer Panorama, c'est en fait le 3e long métrage de Jun Lee, cinéaste hongkongais, et également son premier film en fait à sortir dans les salles françaises après un passage par la Berlinale en février, très justement dans la section Panorama. Et si l'on doit résumer succinctement ce que le film met à l'écran, on suit le quotidien d'un jeune hongkongais et les rencontres d'un soir, supposément sur Grindr, qui jalonne sa sexualité. La temporalité assez longue de ces épisodes permet de suivre l'acte lui-même, le film est assez frontal sur ce plan, mais surtout l'avant et l'après, des discussions entre les amants sur leur vie, mais aussi les différences culturelles qui les caractérisent. Cette déambulation du protagoniste dans Hong Kong prend un air de radiographie de cette cité multiculturelle, et il sera souvent question de langage, de trajectoire de vie, de migration. Or ce sujet est cette forme de chronique, filmée dans un très beau noir et blanc qui rappelle immédiatement Aung San Suu. Tout ça aurait pu devenir programmatique, on croit vite voir se dessiner un système qui emmènerait Queer Panorama du côté de l'exercice de style, mais c'est en fait tout le contraire. La machine s'enraye en permanence et fait progressivement épaissir le mystère autour d'un personnage qui semble nous filer entre les doigts. La vie qu'il raconte à ses partenaires est toujours un alliage des histoires de ses amants précédents, comme une identité agrégée qui absorbe celle des autres. Dans la ville-monde, ce garçon devient lui-même un personnage-monde, un carrefour de l'humanité. C'est d'ailleurs quelque chose qui revient dans les dialogues par une digression scientifique. Les personnages abordent la possibilité future, pour 2 hommes, voire plus, de fusionner leurs gamètes pour devenir ensemble le père d'un enfant, et donc, théoriquement, de créer un être humain qui serait la jonction de toute l'humanité à la fois. Et cette idée-là travaille le film à plein d'endroits, à commencer par l'état du monde. Il dissémine subtilement ce sentiment d'une homogénéisation culturelle qui s'accompagne d'une conflictualité omniprésente, par exemple en faisant référence aux émeutes qui ont eu lieu à Hong Kong en 2019, où on sent que c'est un marqueur important pour cette génération, et c'est aussi, bien sûr, un questionnement de l'identité queer. L'idée que la queerness n'est pas un paramètre défini, mais une page blanche, impossible, qui va se nourrir d'une expérience de l'altérité. Il en va de même pour la représentation de cette vie sexuelle, les partenaires multiples à l'ère de Grindr, la prise de risque, et là-dessus je tiens à avertir que le film est particulièrement dur et cru. En tout cas, Jun Lee parvient toujours à partir de là à contourner l'écueil du commentaire psychologisant sur l'autodestruction ou sur le sexe comme consommation, etc., qui serait un peu des lieux communs. Plutôt, il prend la sexualité queer pour ce qu'elle a de subversif et de protéiforme sans jamais l'engager dans un regard prescriptif. Surtout, le film prend une tangente au bout d'un temps plus dépressive. Sa poésie du quotidien commence à s'empreindre d'une forme de noirceur opaque à force de répétition, à force de perdition pour le personnage, et provoque des ellipses qui laissent entendre l'arrivée d'un événement traumatique. Et c'est là qu'advient, comme une sorte de percée onirique, une déambulation dans un bâtiment à l'abandon, à l'orée d'une plage, comme une manière cette fois de faire infuser le trouble, l'idée de la ruine par la sensation plutôt que par le dialogue. Avant de conclure par une superbe scène de fin qui fait revenir le mouvement dans un film qui avait fait de l'immobilité sa règle, comme un ultime coup porté au système. Queer Panorama de Jun Lee, c'est au cinéma le 26 novembre, juste après son passage au festival Chéri Chéri à Paris, et c'est d'ores et déjà le plus beau film queer qui m'a été donné de voir cette année. Merci Victor, et rendez-vous le mois prochain. Je vous encourage fortement à aller voir Queer Panorama avant de nous retrouver chez Dulac Cinéma au Majestic Bastille le jeudi 27 novembre pour notre séance Péchu, qui a déjà son petit succès sur Instagram autour de Grindr et 4 courts-métrages exceptionnels dont le primé Mal de mer de Maël Karadec. Nous évoquerons avec Thibault Lambert, journaliste au Parisien, qui a écrit un livre consacré à Grindr, paru chez JC Lattès, les relations sur Grindr et ce que ça indique de la société. Mais avant ça, Anna retrouve Manuel Attali pour évoquer Plinton, qui retravaille, on peut le dire un petit peu quand même, les codes du western dans son nouveau film. Et c'est parti. Drama is life with the dull bits cut out. Et oui, Manuel, comme tu nous le disais tout à l'heure, tu as beaucoup collaboré par le passé avec Bill Plympton. Qu'est-ce qui t'a séduit tout de suite dans le duel à Monte Carlo del Norte ? Est-ce que c'est le côté western ? Est-ce que c'est le côté satire sociale, le ton absurde ? Ou tout simplement la touche Plympton ? Au début, on s'est lancé là-dedans sans trop savoir où on allait. Parce que comme d'habitude, Bill nous montre un storyboard. On voit des dessins, c'est hachuré, c'est petit, c'est des petites cases. On ne sait pas du tout où le film va aller. Si ce n'est que depuis 30 ans avec lui, on lui fait une confiance 100%. On lui dit, tu prends le temps qu'il faudra pour faire ton film. On sait qu'à la fin, ce sera bien.
Donc là où parce qu'on participait quand même à la fabrication du film depuis des années, en lui versant un AMG assez important pour nous, c'est-à-dire une avance financière, qui était une sorte de coproduction déguisée, quoi. Mais sans lui mettre aucunement la pression, en lui disant il faut que le film soit fait à ce moment-là, etc. Donc on sait, en fait, on a confiance en Bill. On regarde, il nous dit ce sera un western. On se dit ouais, il a jamais fait de western, on va voir ce que ça va être. Il y aura un monstre. Il y aura toujours une belle nana qui sera le centre du film, parce que on peut taxer Plimpton de misogynie, mais c'est pas du tout le cas. Le personnage féminin est toujours celui qui fait avancer le film. C'est toujours celui qui a la solution. C'est toujours celui qui dénonce l'homme. Et c'est toujours le personnage féminin. Et Bill est quelqu'un d'extrêmement, au contraire, porté sur la féminité. Et donc voilà, on retrouvait tous ces personnages, toujours des personnages en but contre un ordre public et moral qu'il fallait dénoncer. Bill adore les États-Unis, mais il aime bien en piquer les travers. Donc là, ça permettait de piquer l'opportunisme, l'argent tout puissant, etc. Et un personnage qui peut sembler rappeler un peu Trump. Il faut dire, on a bien vu que Bill ne le portait pas dans son cœur après les Trump Bites, qui sont des vignettes absolument hilarantes et incroyables, qu'on peut voir sur Arte encore, je crois. Ou sur YouTube. Ou sur YouTube, ouais. Donc voilà, c'est tout. En fait, c'est le fait que c'est un projet de Bill qui nous a embarqué là-dedans. Ok, je vois. Et du coup, distribuer un film de Bill, c'est toujours un pari, parce que ça combine à la fois l'animation adulte, l'humour noir, le dessin à la main. Quelle a été, si tu peux l'expliquer un peu, ta stratégie pour le faire exister en salle ? Celui-ci ? Ouais. Eh ben, écoute, pour une fois, on a fait ce qu'on fait traditionnellement, la presse, la programmation, etc. On bosse aussi beaucoup depuis quelque temps avec un studio digital qui s'appelle Happy Together, qui fait toute la com sur le film, sur le digital, sur les réseaux sociaux, etc. Et qui a fait un super boulot, puisqu'il avait fait un micro-trottoir quand Bill était venu l'année dernière, avec des questions. Ils ont mis en boîte des trucs vachement dynamiques, vachement chouettes, c'est vachement beau. On a bossé en plus on travaille avec un collectif qui s'appelle Una Matina, qui s'occupe de chercher dans le hors-média des relais, aussi bien au niveau écologique, défense de l'environnement, puisque Bill parle de ça dans son film, d'une petite communauté paysanne qui va être ravagée pour construire un resort de luxe, mais aussi qui travaille aussi à chercher des intervenants sur la personnalité de Bill et de dessinateurs engagés. D'ailleurs, on fait des séances le 6 au Grand Action avec le mouvement PEPS, avec Extinction Rebellion, mais aussi un dessinateur de presse qui s'appelle Pac-Man. On en fait une autre. Donc il y a plusieurs thèmes et on a essayé de l'aborder, de ne pas rester juste dans le truc cinéphilique habituel, d'aller chercher des angles d'accroche par ailleurs, quoi. Donc voilà, on verra ce que ça donnera, mais en tout cas on l'a fait, on est content. Ok, trop intéressant. Et du coup, le titre français s'appelle Duel à Monte-Carlo. Del Norte, pardon. Du coup, ce titre, il est assez intriguant. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce choix ? Le titre original est Slide, donc le nom du personnage. On ne savait pas du tout quoi en faire. On avait tourné dans tous les sens qu'on pouvait faire. Et Roman qui travaille avec nous, on connaît très bien sa sœur, qui a travaillé avec nous aussi, et qui est assez balèze sur le truc. On était en train de déjeuner au pub et on l'a dit, il faut que tu nous trouves un titre. Elle avait, ça se passe où ? Aux États-Unis, c'est une sorte de cow-boy. Ok, un cow-boy. Qu'est-ce qui se passe ? Ils se battent, donc duel, ok. Voilà, ça s'appelle comment ? Ils veulent créer Monte Carlo del Norte. Ok, voilà, le titre c'est Duel à Monte Carlo del Norte. On s'est regardé, on a fait, ok, on a le titre, c'est bon. Voilà. Ça marche. Et du coup, selon toi, tu l'évoquais tout à l'heure, qu'est-ce que... Pardon, j'ai un petit souci avec ma slide, pardon. Qu'est-ce que Duel à Monte Carlo del Norte dit sur l'Amérique d'aujourd'hui ? T'évoquais tout à l'heure l'opportunisme. Ça parle beaucoup d'environnement. Bill a grandi dans les forêts de l'Oregon, donc il est très accroché à la forêt, à la nature. Donc il avait envie de parler de ça, il avait envie de faire un film de cow-boy qui se passait dans cette région qu'il a connue. Voilà, il a voulu raconter cette histoire de gens qui voulaient raser une forêt pour faire un truc de luxe, donc très 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 contemporain. Voilà. Il a voulu aussi parler de l'humanité, de pointer l'opportunisme de ces deux frères qui mènent la ville et qui n'ont qu'une idée, c'est de se mettre de l'argent dans les poches, au détriment de l'espèce humaine. Et ce personnage, ce monstre, le Hellbug qui vient des enfers et qui sort de la forêt, en fait, qui au début apparaît comme un personnage malfaisant, qui en fait va devenir un personnage bienfaisant, et qui veut juste défendre la nature, quoi. Donc c'est un film profondément en défense de la nature, ouais. Ok,
Trop intéressant. Et pour les auditeurs les spectateurs qui connaîtraient pas Bill Plympton, est-ce que tu peux nous résumer aussi un peu sa vision en dehors de ce film ? Ah bah ouais, c'est un type qui est venu à l'animation sur le tard, après avoir fait pendant des années des dessins de presse dans des revues un peu coquines, genre Pentas, New Look, des choses comme ça, aux États-Unis, et à qui on a proposé un jour, et dont il a toujours voulu faire de l'animation, il voulait faire des dessins qui bougeaient. Et avec son premier court-métrage qui s'appelait Your Face, il a découvert ce que c'était d'entendre des gens rire à son dessin, et ça a été la révélation. Il s'est dit, je ne veux plus faire que ça. Et c'est donc comme ça qu'il s'est lancé là-dedans, et qu'il n'a plus arrêté depuis 40 ans de faire des commandes, des choses à droite et à gauche, comme je disais tout à l'heure, de s'autofinancer, et de faire des films d'une liberté, d'une drôlerie et d'une invention graphique qui est peu commune, quoi. Avec ses corps qui se changent, qui évoluent, etc. Il a vraiment un style Plympton reconnaissable tout de suite, quoi. Ok, trop intéressant. Merci beaucoup Anna, merci Manuel, et je laisse Joachim nous présenter sa 4e et dernière interlude musicale. Oui, merci Dorian, et comment conclure cette playlist ciné sans mentionner la Palme d'Or de cette année, un simple accident de Jafar Panahi. J'ai choisi de vous faire écouter la magnifique voix de Ebrahim Montsefi, un chanteur et poète iranien, né en 1945, mort en 1997, très peu connu hors de son pays. On écoute Nahang, en français, la baleine. ما برم تنها باشم تنها فقط واسای خود ساعت تلخ رفتنه خوب فهمم غای خود 2 روز تلخ زندگی قصه تلخ مردنه امید یک روز زندگی دنبال خوب و گور بردنه ای دل دگه گولم مزن مبشت گولت نخورم برگشت نینی سفر دنبال خوب تو نبرم ای دل دگه گولم مزن مبشت گولت نخورم برگشت نینی سفر دنبال خوب تو نبرم آدم پوچی مثل من کجا برد که جاش باشه با چه زبانی گپ بزن تا یکی آشناش باشه موات از ایجا دور بشم جایی برم که چوکرم غیر از خیال خوب خون چیزی نه هست تو سرم ای دل دگه گولم مزن مبشت گولت نخورم برگشت نینی سفر دنبال خوب تو نبرم دنبال خوب تو نبرم دنبال خوب تو نبرم دنبال خوب تو نبرم. Merci à tous et toutes de nous avoir écoutés pour ce 2e épisode. Merci Philippe Fischer, chargé d'antenne. Merci Joachim Tayeb, notre réalisateur et 2 nouveaux DJ pour cette émission. Merci à notre invité, Manuel Attali. On vous encourage vivement d'aller voir dès mercredi 5 novembre Duel à Monte Carlo del Norte qui passe à Paris au Grand Action et au MK de Beaubourg et dans 20 salles en province. Une œuvre et un distributeur à absolument encouragé. Et merci à toute l'équipe des chroniqueurs et chroniqueuses, Lisa Templereau, Louise Leclerc, Victor Lepezan, François Ilias Gaboret, Paul Lanus, Anna Guyot, moi-même, Paul Pinault, et notre illustre présentateur que je ne présente plus, Dorian Périgua. En attendant le retour de Moviegoer le mois prochain, n'oubliez pas, l'art ne se vit pas seulement, il s'écoute. Merci Paul, merci à tous.